Tu l'as vu. Depuis quelques mois, il y a une crise économique qui s'installe en France avec un marché qui a beaucoup moins ses moyens, qui investit de façon beaucoup plus restreinte. Et du coup, tu as des entreprises aujourd'hui qui sont en mauvaise situation, pour certaines en faillite. Je sais pas si tu es au courant qu'en septembre dernier, ça a été un mois record de fermeture d'entreprises en France. Alors au milieu de tout ça, tu as des entrepreneurs, des dirigeants, des managers dont je fais partie qui cherchent des solutions pour faire en sorte que leur bébé, leur entreprise reste en vie. Certains d'entre nous font des efforts pour aller regarder dans des choses qui sont un peu moins dans le cadre, tu vois, qui paraissent un peu perchées. On va entendre parler d'état modifié de conscience, on va entendre parler de dissoudre des peurs. Et justement, dans le cadre de ce podcast, on va parler de ces pratiques qui relèvent de l'invisible pour soutenir l'entrepreneur, le dirigeant qui cherche à faire vivre son entreprise. T'as peut-être déjà entendu parler de Nicolas Agnon, si c'est pas le cas, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil, mais c'est pas de lui dont on va parler aujourd'hui, c'est de sa femme, Florence Hendel, qui va nous raconter comment est-ce que le souhait qu'elle avait de sauver son enfant coûte que coûte lui a permis de pousser les murs et aller chercher des solutions dans un cadre qui n'existe pas encore, qui paraît perché, et où elle a eu des résultats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui son enfant est sauvé. Elle nous explique comment est-ce que ces pratiques-là lui ont permis d'aider des entrepreneurs à se défaire de blocages qui les empêchaient de nouer avec une forme d'abondance. Si t'es intéressé par ces choses-là, ce podcast est vraiment pour toi. Sinon, mec, meuf, passe ton chemin, tu vas clairement t'ennuyer ici. Je te souhaite une très bonne écoute. C'est vrai que cette réalité d'entreprise qui ferme, moi, tu me l'apprends, tu vois, je ne savais même pas que c'était ça en ce moment. Nous, on est en expansion depuis plusieurs années et voilà, on choisit nos clients, on refuse du monde aussi parce qu'on est vraiment sur ce chemin de réalité pour nous qui vibre très très fort. Trop cool. Tu viens de poser plein de concepts là-dedans. Donc déjà, ce que tu dis, c'est que toi, tu vis dans un monde où il n'y a pas forcément ce marché qui se rétracte. Au contraire, toi, tu sens que ça s'expand de ton côté. C'est quoi le type de résultat que vous avez avec les gens que vous accompagnez avec Libérer la Bête ? C'est quoi le type de résultat ? C'est... je sais pas, je pense à un client qu'on accompagne dans Zone de Magie en ce moment et qui est en train de passer à un mode 100% guerrier où il se décrivait comme une machine et vraiment il se décrivait comme une machine et il se voyait vraiment comme ça. Il savait qu'il portait des masques, mais il s'identifiait complètement à ces masques d'être le plus fort, le plus beau, celui qui travaille le plus, celui qui arrive à enchaîner 12 heures par jour et tout. Parallèlement, il est marié, il a 3 enfants et ça commençait à être un peu difficile pour lui, mais ça lui convenait. Et là, il est en train de prendre conscience qu'en fait, tout ça, c'est pas lui. Il a été drivé par des parts blessées qui l'ont obligé à être toujours dans le faire, toujours plus productif, toujours plus... toujours meilleur, toujours le meilleur rendement. Et là, il est en train de basculer à waouh, mais en fait, j'ai envie de passer au 3/5e. J'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants. D'ailleurs, il reconnecte avec ses enfants. Il arrive à être un père qui est 100% présent, hein, pas juste avec son téléphone ou sa to-do en tête en permanence en train de mouliner. Et il est en train de passer à une autre vie, une vie très différente. Parce que je sais que tu kiffes, pour te prévenir que... Attends, t'en es où là ? Est-ce que t'as vu le mec qui a fait x7 sur son chiffre d'affaires après un soin avec Florence Hendel ? Juste parce qu'il était bloqué, qu'elle l'a débloqué, qu'il a mené les bonnes actions ? T'es intéressé par ce genre de choses ? Mec, meuf, la suite est pour toi. Le 5 décembre, on organise un événement au Pasino de la Grande Motte, à proximité de Montpellier, de 19h à 23h, où tu vas voir sur scène Florence Hendel, mais aussi d'autres entrepreneurs, dirigeants, managers, même un ancien commandant de l'armée, qui explique et qui montre comment ça fonctionne pour t'aider à toi aussi faire le même move. 5 décembre, Pasino de la Grande Motte, retour au spectacle. Voilà, t'as les infos dans la bio. Et je pense aussi à un autre entrepreneur qui nous a envoyé, qu'on a accompagné dans le programme précédent et qui nous a envoyé une vidéo là il y a 3-4 jours en nous disant mais c'est dingue les synchronicités, je galérais pour la garde de mon enfant et puis en fait j'ai osé parce qu'avant il avait la peur de déranger, j'ai osé aller voir ma voisine et puis il s'est trouvé que de fil en aiguille j'ai réussi à trouver la nounou parfaite.
fait. Et puis un ancien client qui m'avait lâché m'a recontacté. On a signé le plus gros contrat que j'avais jamais signé. Et tout ça s'est fait avec une fluidité, une facilité, parce qu'en fait, il n'était plus dans la vibration de son mode guerrier ou de ses parts blessées, et qu'il était dans son alignement. Et là, ça ouvre des portes qui n'étaient pas accessibles avant. Ça semble un peu magique comme ça, mais c'est un changement d'être-té qui permet à un tapis rouge de se déployer devant nous sans qu'on ait à faire. C'est ça qui est un peu dingue pour le mental, parce que le mental, il nous fait toujours croire qu'il faut faire pour obtenir, alors qu'en fait, il faut être pour que les portes s'ouvrent. Je sais pas si c'est... Bon. Si, mais justement, de toute façon, là, ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est qu'on pose le contexte dans lequel les gens arrivent et ce que ça ouvre comme opportunité derrière. Et on va expliquer à travers ton histoire comment est-ce que comment ce genre de choses. Tu m'as posé une question tout à l'heure, c'est comment moi, qu'est-ce qui fait que moi j'en suis arrivée là. Je pense que ce serait bien de commencer par ça parce que ça pose un petit peu les bases de l'explication. C'est que aujourd'hui j'arrive à un peu comme par magie débloquer des gens, faire passer d'une personne dans son mode blessé à son mode souverain, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est parce que moi-même je suis passée, la vie m'a amenée à expérimenter. J'ai été extrêmement blessée à passer à mon mode souverain petit à petit, graduellement avec les années, parce que je suis passée par plein d'épreuves de vie qui ont fait que soit j'avais le choix de laisser tomber et de mourir, soit je me battais et je connectais quelque chose de plus grand que moi qui me donnait envie de poursuivre cette incarnation. Ok, je vois. Je repense ce qu'on disait un petit peu avant. Donc aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui prennent contact avec toi, qui vont être assujettis à une charge de travail de laquelle ils n'arrivent pas à se dépêtrer, quelque chose comme ça, et qui est en business qui vont subir. Et en fait, vous les accompagnez tous les deux à changer ce qui se passe à l'intérieur d'eux, leur façon d'être avec leur business, ne plus être dans le faire pour le business. Et donc, il y a des résultats qui leur amènent plus de tranquillité avec le business et qui leur amènent davantage de business. C'est juste ça ? Oui, c'est juste. On est contacté. Enfin, c'est surtout Nico. Hein. Moi, je suis plus en arrière-plan pour un programme spécifique qui s'appelle Zone de magie. Mais Zone de magie, il y a du travail, il y a à la fois du travail de libération, mais il y a aussi, c'est un suivi sur 5 mois avec tout un enseignement de changer de façon de voir les choses, d'être-té, avec plein d'outils qui sont mis à disposition pour permettre à des dirigeants de fonctionner en mode vibré plutôt que tout planifié, tu vois. Et donc ça, c'est ça d'un côté. Et d'un autre côté, moi, j'accompagne des gens qui ne rentrent pas dans le cadre de Zone de magie à de la libération extrêmement rapide. Hein. C'est en 4 séances, c'est sur 1 mois et demi, 2 mois. À changer aussi, à passer de leur part blessée à leur part souveraine. Voilà, ça c'est les deux. Trop bien. Ce qu'on va faire dans ce podcast-là, on va reprendre ce que tu disais un peu plus tôt, de comment est-ce que ces parts blessées te faisaient vivre des challenges et comment est-ce que tu as réussi à en prendre soin pour passer de ce truc que je suis challengé par ces parts qui me font vivre des choses pas ouf à ces autres parts plus souveraines qui créent une vie abondante pour moi. De quelle façon, quand tu dis qu'il y a des parts blessées qui te faisaient vivre, j'ai envie de dire l'enfer, tu me diras si le mot est juste, mais comment ça se manifestait dans la vie, ces parts blessées? Qu'est-ce qu'elles te faisaient vivre? Alors le premier truc qui me vient là, c'est que avec Nico, on a eu 3 enfants et j'étais comme j'avais pas d'estime de moi, de conscience de ma valeur avant d'avoir des enfants. Quand j'ai eu des enfants, j'ai plongé tête baissée dans cette nouvelle identité qui m'était offerte d'être maman.
et je suis devenue une super maman où je voulais tout bien faire, tout faire parfaitement. Parce qu'en fait, je vivais à travers cette identité qui est reconnue par la société, qu'une femme qui va faire des enfants, bah, elle a une identité, en plus des garçons, donc c'est bien vu, tu vois. Mais je n'avais pas conscience que c'est parce que j'étais en manque identitaire que je fonçais tête blessée sur cette nouvelle identité que la vie m'offrait finalement pour me sentir complètement partie prenante dans cette nouvelle identité, en m'oubliant moi-même, en oubliant mes besoins personnels, en oubliant bah, oui, mes besoins. C'était assez fort, donc je faisais tout pour les enfants. Je me perdais un peu là-dedans. En plus, j'étais tombée dans le zéro déchet, dans le tout faire soi-même. Je faisais le pain, les machins, les goûters. J'essayais d'acheter aucun plastique, aucun. Donc, je suis toujours un peu là-dedans, mais j'ai clairement lâché prise sur énormément de choses et je suis plutôt dans le il vaut mieux fait que parfait. Mais ça m'a demandé une grosse prise de conscience. Enfin, quand j'ai réalisé ça, je suis un peu tombée des nues parce que j'en avais absolument pas conscience. On peut très bien adopter des identités qui sont pas du tout les nôtres parce que il y a une part blessée qui est derrière, très contente de pouvoir utiliser ce masque. Ouais. Donc si je reformule ce que tu viens de dire, c'est en gros, quand tu as eu des enfants, tu t'es confondu avec l'image d'une espèce de mère parfaite, mais dont tu n'avais pas conscience que c'était pas toi. C'est juste que tu te disais, ce serait bien pour moi d'être ça. Et il y a un moment donné où en fait, tu es rentré en conflit avec cette identité qui a fait que tu as eu besoin de passer à autre chose. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que c'était pas toi, cette mère parfaite enfin, cette mère au sens Je m'en entendu. suis rendu compte plusieurs années après, parce que entre-temps, notre deuxième enfant a eu des problèmes, des troubles autistiques assez forts quand il était tout petit. Et Ouais. là, j'ai cherché tous les moyens de pouvoir l'aider, sachant que les moyens conventionnels ne nous ont jamais été utiles. Donc, j'ai vite été chercher dans des plates-bandes qui sont pas forcément accessibles parce que c'est dit perché, donc on n'y a pas forcément accès, on n'a pas la connaissance. Mais moi, je voulais aider mon fils coûte que coûte, en passant par tous les moyens possibles, si c'était ça. Et donc, en faisant cette recherche, je me suis rendu compte que c'était bien chouette les mondes perchés, mais que j'avais pas envie de dépendre d'autres personnes pour aider mon enfant, parce qu'en fait, ça aidait mon fils, mais au bout d'un mois et demi, 2 mois, il retombait dans son envahissement, on va dire. Et petit à petit, je me suis dit, bah oui, mais si je suis sa mère, c'est à moi de l'aider. Donc j'ai commencé à me former. J'ai commencé à me former à plein de choses et à commencer à comprendre un petit peu le monde perché, comment ça pouvait fonctionner, qu'est-ce qui pouvait m'être utile pour moi-même, pour mon enfant et autres. Et là, j'ai commencé à gagner en confiance sur ma capacité à intégrer de nouvelles informations, à les mettre en pratique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour Nico, parce qu'un premier entrepreneur, d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'il était complètement bloqué avec une peur de manquer qui faisait que sa peur de manquer vibrait tellement fort qu'il ne pouvait pas acheter la formation de Nico qui lui permettrait de se débloquer. Donc, c'était un espèce de cercle vicieux. Et quand Nico m'en a parlé, il m'a dit « Ah, c'est tellement dommage, Emmanuel est complètement coincé là-dedans ». Et en l'entendant, je lui dis « Mais moi, je peux le débloquer. Je vois très bien quelles sont les racines qui font qu'il est dans cette peur de manquer et cette mésestime de lui-même. C'est un espèce de cercle vicieux. Et je crois que j'ai dû lui faire 3 à 4 séances à l'époque, c'était il y a 8 ans. Et en fait, ça l'a complètement débloqué. Il a acheté le programme de Nico et il a fait. Dans la foulée, il faisait quelque chose comme x5 sur son chiffre d'affaires. Enfin, ça a été le cas magnifique, incroyable. Et là, je suis passée à une autre. J'ai réalisé qu'en fait, je n'étais pas qu'une maman, j'avais ma valeur
intrinsèque et que j'étais capable de grandir et d'avoir une être-té autre que juste mère de 3 enfants parfaite. Ouais, je vois, je vois. J'ai envie de mettre un peu de concret pour, pour juste me faire une meilleure image et peut-être que le public en comprendra encore mieux ce que tu es en train de dire. Donc en fait, il y a ton fils qui vit quelque chose de délicat et les solutions que tu trouves vont chercher appui dans le perché. Qu'est-ce qui vit ton fils à ce moment-là et c'est quoi le perché? Ça veut dire quoi? Alors, à ce moment-là, mon fils, il a entre 2 ans et demi et 3 ans et demi, il fait entre 15 et 20 crises émotionnelles par jour. Il y a certaines fois, on est obligé de le contenir pendant 20-30 minutes parce que sinon, il casse tout. S'il voit un couteau ou quelque chose de piquant, il le prend et il devient un peu dangereux en fait avec ça. On a dû lui expliquer longtemps ça. Il est complètement enfermé dans sa bulle et la moindre chose qu'on lui demande, c'est comme si ça vient faire déborder son vase émotionnel. Il est en grande souffrance, il se tape la tête contre le sol en disant je suis malheureux, je suis malheureux. Là, c'est vraiment rien que de repenser à ça, ça me reconnecte à beaucoup de tristesse. Hein. C'était douloureux de le voir souffrir à ce point. Donc, mon cœur de maman pouvait pas accepter ça. Donc c'est mon objectif, c'était de le sortir de cette souffrance. Et d'ailleurs, j'ai réussi. On a réussi à l'en sortir. C'est un petit garçon qui a 12 ans, qui est merveilleux, qui va très bien, qui est complètement sorti de cette bulle autistique dans laquelle il était enfermé. Enfin, je dis bulle autistique parce que c'est comme ça que je peux le nommer, parce que la première fois que j'ai accepté que mon enfant n'était pas comme tous les autres enfants, c'est parce qu'en fait, ça me rappelait le film Rain Man, tu vois, où c'est la grosse étiquette artistique, mais il y a plein de formes de TSA, hein, de troubles de la sphère autistique. Je pense aussi que moi, en ayant vécu des traumas très profonds, j'ai des petites parts autistiques hein, dans mon fonctionnement complètement. Donc, l'autisme, c'est une bulle extrêmement large, même si quand on ne connaît pas, on a tendance à catégoriser un petit peu de façon très, très refermée ce que ça peut être. Ouais. Donc en fait, ton enfant vit quelque chose et c'est les premières solutions que tu vas chercher de tout ce qui relève du perché ou tu essayes d'autres trucs avant? Ah non, on a fait un suivi par une pédopsie qui lui a fait passer à 4 ans et demi des tests alors qu'il n'était pas scolarisé. Mais il n'était pas scolarisé parce qu'il n'était absolument pas scolarisable, en fait. Et donc, elle lui a passé des tests scolaires. Enfin, c'était d'une absurdité sans nom. Après, on a compris que c'était des tests de QI. On a compris que les tests de QI, normalement, tu les passes pas avant 6 ans. Enfin, on a vraiment eu l'impression, on n'a eu aucune aide. Okay. On a eu vraiment l'impression de tiens, ça va cocher les cases. Voilà, on a payé un bilan qui n'a servi à rien parce que le compte rendu du bilan, c'est qu'il était ultra doué à certains endroits, normal à d'autres, et puis complètement débile à d'autres endroits. Enfin, un bilan complètement inutile. Et donc ça m'a bien facilité les choses pour me dire non mais il faut que je cherche ailleurs, et ce ailleurs je le connais pas, mais je vais le trouver. Ok. Donc je vois que les solutions cadrées, les solutions qui existent dans notre société n'apportent pas de pleine réponse à ce que tu es en train de vivre, et là tu te dis je vais aller chercher du hors cadre, et c'est ça qu'on va appeler du perché. Ça revêt quelle forme ces solutions perchées que tu vas chercher? Déjà j'en ai expérimenté, je sais pas, une dizaine, hein. Donc on a été aidé par de l'ostéopathie, hein, c'est pas si perché que ça, mais ça peut l'être. Ensuite, j'ai par une amie énergéticienne qui a mis le doigt sur le jumeau que Lubin avait pu avoir dans mon ventre et dont je n'avais pas eu conscience, alors que clairement j'avais fait un début de fausse couche. Donc oui, il y avait un jumeau, mais même moi, j'avais occulté cette information. Et puis après, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, il faudrait que tu rencontres quelqu'un qui
qui parle à la fois à ton fils et aux jumeaux. Je me suis dit, aux jumeaux morts, tu vois. Je me suis dit, oh, putain, c'est quoi ce truc? Comment est-ce que c'est possible de faire un truc pareil? Et j'ai eu l'intuition d'appeler un ami ostéo, Loïc Plisson, et je lui ai dit, Loïc, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui sache faire ça. Et Loïc m'a dit, ah ben, figure-toi que je connais quelqu'un qui fait ça. Et c'est comme ça que j'ai eu cette personne qui s'appelle Sandra Berti et qui nous a énormément, enfin qui a fait une séance ou deux à Lubin et qui, enfin, on a eu un changement radical pour Lubin. Après, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 15-20 crises émotionnelles, on n'en avait plus que entre 5 et 10. Et puis petit à petit, graduellement. Après, ça s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. Ça a mis quand même plusieurs années avant de s'éteindre complètement. Et par contre, ce qui me convenait pas, c'est que je devais rappeler Sandra tous les 2 mois parce que Lubin régressait. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à me former, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait pour lui, comment ça fonctionnait pour nous tous en fait, parce qu'on est tous dans ce même monde, même si on n'a pas accès avec nos yeux humains au vide autour de nous, mais ce vide, il est pas si vide, il est assez plein de choses et de l'information circule autour de nous en permanence. Et il y a moyen de capter cette information et d'être capable de différencier les informations erronées et les informations qui nous correspondent. Bah ouais. C'est super important pour moi ce que tu es en train de dire là. Il y a quelques jours en arrière, j'étais à une conférence de la CPME qui c'est plus qu'un réseau d'affaires, mais qui réunit les TPE, les PME et qui leur apporte le plus de solutions possibles sur l'aspect soutien juridique, soutien santé mentale du dirigeant depuis pas très longtemps, soutien face à l'URSSAF et plein d'autres appuis comme ça. Et Grégory Blanvillain, qui prend la parole, explique la situation des entrepreneurs du tissu économique de la région. Il explique que c'est difficile et qu'en plus, il y a un regard qui est porté sur les entrepreneurs qui dit que les entrepreneurs aspirent l'argent, etc., ce qui est plutôt l'expérience des GAFAM et des grosses entreprises qui vont capter l'attention, qui vont capter l'argent et le retenir. Et en fait, quand je vois cette situation qui est délicate, quand je vois cette situation qui pousse les gens dans leur retranchement, je vois la même situation que toi en tant que mère qui est poussée dans tes retranchements en mode les solutions qui sont offertes aujourd'hui dans le cadre ne suffisent plus à prendre en charge mon enfant et donc du coup tu as l'énergie d'aller chercher ailleurs dans des trucs qui paraissent perchés en mode je bats les couilles, de toute façon je bats les ovaires et de toute façon je veux sortir mon enfant de là et j'ai la sensation que c'est cette énergie dans laquelle sont les entrepreneurs aujourd'hui et c'est pour ça que je chéris le moment qu'on est en train de vivre parce qu'il est pas ouf, il est pas confortable pour beaucoup d'entre nous, mais par contre c'est le point d'appui vers l'évolution, vers la suite quoi. Maintenant pour aider les personnes qui écoutent ce message et qui se disent ok dans un monde plus vaste, il y aurait des solutions. C'est quoi ces solutions? Et donc, quand tu t'es formée, Florence, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as découvert? Et comment est-ce que tu as pu amener ton enfant plus loin que la stabilisation que tu vis avec cette autre femme? Alors, j'ai découvert le monde quantique avec, avec les travaux de Philippe Guillemant. J'ai découvert qu'on vivait... d'après Philippe Guillemant, j'ai déjà découvert cette notion de GPS que Philippe explique très bien, où à l'instant T, c'est comme si on a un GPS qui nous amène à un point donné, mais que les chemins il y a de multiples chemins. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. J'avais offert son livre à Nico qui s'appelle... alors attends, c'était lequel déjà des livres de Philippe? J'ai un petit trou. Je sais pas si tu les as en tête. Non, je peux faire une petite recherche aussi. Ah zut, ça m'agace. Le pic de l'esprit, voilà. Et qui parle justement de ce cheminement et des synchronicités qui peuvent venir à nous. J'ai découvert le monde énergétique, qui effectivement, la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, qui date quand même de 2000 ans,
ces 2 médecines expliquent qu'on n'est pas juste un corps physique, mais qu'on a aussi un espèce de corps qu'on ne voit pas autour de nous, qui est un corps énergétique et qui est un corps d'information. J'ai découvert que nous, dans notre réalité, on se fait aider par des psys, des psychiatres, mais que ce monde de la psychanalyse, de la psychiatrie, a accès au corps mental, hein, qui, d'après les autres médecines, d'accord, c'est même pas notre tête, le corps mental, c'est un corps qui est autour de nous, mais que cette information du corps mental, si elle passe pas dans nos autres corps, on peut pas avoir de résolution de problématique. Donc, on peut extrêmement bien comprendre, connaître sa problématique et se rendre compte qu'après 5 ans, 10 ans de papote, on va dire, on a bien compris notre problème, mais on est toujours dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à faire circuler l'information pour changer d'être-té et sortir de la problématique. Voilà. Ensuite, j'ai découvert le monde du chamanisme. C'est venu après, même si je me suis rendu compte en découvrant le monde du chamanisme que j'étais déjà complètement dedans, mais sans le savoir, tu vois, sans le savoir, parce que tout ça, je suis persuadée qu'on a tous ces connexions en nous. Simplement, on vit dans un monde tellement matérialiste, tellement limité, que on est programmé pour ne pas regarder un tout petit peu plus loin que le bout de notre nez. Tu vois, c'est un petit peu ton regard, il exclut ton nez. Pourtant, tu vois toujours ton nez. Dans tout ton champ de regard, il y a toujours ton nez. Simplement, ton cerveau l'efface. Donc, on a plein d'informations là qui sont complètement à notre portée et qu'on nous a conditionnés à occulter complètement. J'entends. Tu viens de dire un truc qui est un peu marquant pour moi quand tu dis que tu parles du chamanisme et tu dis avec mes mots que tu en es quelque part. Ça veut dire quoi le chamanisme et en quoi est-ce que tu sentais que tu avais une affiliation, peut-être pas une affiliation, mais des liens avec ça? Parce qu'en fait, comme j'ai vécu beaucoup de souffrances, j'ai déployé un monde imaginaire pour me faire du bien. Tu vois? Okay. Et notamment, j'avais un esprit qui était que je n'appelais pas un esprit, hein. L'esprit, c'est un mot chamanique. J'avais juste en imagination quelque chose à quoi je pouvais me connecter et où je me sentais bien. Et puis un jour, en allant chez un ostéopathe que j'allais voir pour de la dissolution de trauma, quand il a posé ses mains sur ma tête et il m'a demandé de visualiser le bourreau que j'ai rencontré dans mon enfance, j'arrivais pas à faire ce travail. J'étais en train de pleurer, en train de trembler, en train de pas réussir à respirer, tu vois. Et cet ostéo m'a dit, est-ce que tu pourrais appeler un être de lumière pour t'aider à faire ce travail? Et je me suis dit, un être de lumière, et j'ai tout de suite pensé à cet esprit qui me faisait du bien, mais sans savoir que c'était un esprit. J'ai pensé à ça. Et tout à coup, cet homme enlève ses mains de ma tête et me dit, mais vous avez appelé qui? Et là, je vis un énorme moment de solitude, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est pas possible qu'il ait senti quelque chose qui est dans ma tête, tu vois. C'est juste dans ma tête. C'est pas possible que cet homme, qui est un humain incarné comme moi, puisse sentir quelque chose que j'ai dans ma tête. Et là, cette prise de conscience me fait réaliser que je suis calme, j'ai arrêté de pleurer, je suis parfaitement détendue, enfin que j'ai changé d'état d'être comme ça, presque en claquant des doigts. Donc j'ai cette double réalisation, mais c'est tellement dingue, c'est comme si je tombais dans un vide, tu vois, de me dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est comme si je vivais une espèce de distorsion de ma réalité en me disant, mais ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et en même temps, je me dis, mais ça existe, puisque cette personne que je vois pour la première fois, que je ne connaissais pas, est en train de le sentir, de le voir. Il me dit, OK, il remet ses mains sur ma tête, et là, il me guide à visualiser ce que j'ai vécu enfant et tout. Je fais le travail, mais alors, comme si ça ne m'impactait plus. Je reprends ma puissance. C'était magnifique cette séance.
Et puis cet homme me dit: «Bon, j'ai pas l'habitude d'accepter des entités, farfelues, en gros, ce que je comprends, c'est que si j'aurais dû appeler, la Vierge Marie ou Jésus, parce que c'est ça qui était dans son aquarium de croyances, mais que ce que moi je connectais, il n'avait pas l'habitude, mais que pour autant, ce qu'il avait senti dans mon corps et ce qu'il avait senti ce que ça avait fait dans son propre corps, il ne pouvait rien dire. Et effectivement, moi, je m'étais sentie réalignée par cette présence et visiblement, lui aussi avait bénéficié du réalignement de la présence. Donc, je suis sortie de ce rendez-vous extrêmement bouleversée parce que je me suis dit: «Waouh, je viens de connecter une autre réalité qui est devenue tangible», puisque quelqu'un d'autre, humain incarné comme moi, heu, m'a montré que c'était tangible, alors qu'avant, c'était absolument pas quelque chose de tangible pour moi. C'était juste un truc qui me faisait du bien, tu vois? Et puis plus tard, des années après, en chamanisme, avec Laurent Huguely, quand j'ai fait les 8 circuits de conscience, j'ai compris qu'en fait, c'est l'esprit de mon 8e circuit de conscience, c'est-à-dire ma conscience supérieure, ce que j'étais déjà en recherche de connecter avec mon propre esprit supérieur. Donc Ok. j'étais déjà accompagnée par cette part, ce qu'on peut appeler cette part divine ou cette part de lumineuse supérieure à juste ma part incarnée. Ok. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que, en gros, ton enfant est pas bien, ça te pousse à mener des actions hors du cadre de référence parce que tu tiens absolument à ce que ton enfant soit guéri. Tu rencontres des gens qui font des trucs dans l'énergétique, dans des trucs que tu comprends pas tout à fait à ce moment-là, mais tu es en mode, bah, je vois bien que ça améliore la situation de mon enfant. Mais par contre, tu vois que tu es dépendante de cette autre personne et tu te dis, je veux trouver de l'autonomie là-dedans. Et Mmh. tu vas voir dans différents endroits et tu as l'opportunité de te rendre compte que, notamment dans le chamanisme, il y a un monde beaucoup plus grand auquel tu es déjà connecté et quelque chose de supérieur, toujours toi, mais dans une version épurée, Mmh. qui t'aide depuis longtemps à accomplir ce que tu as à accomplir. De quelle Mmh. façon est-ce que ça t'aide avec ton enfant pour l'aider à guérir, justement? Alors, c'est pas que mon enfant. C'est-à-dire que, ça a commencé avec, le fait de vouloir aider Lubin et puis parallèlement, genre, ouais, c'était à peu près au même moment, j'ai réalisé que moi-même, j'avais vécu des choses, ultra trash alors que j'étais en amnésie traumatique, donc en faisant un travail, j'ai oublié le nom, mais j'ai fait une vingtaine de séances de cette technique de Christine Louveau, j'ai oublié le nom. Je suis retombée sur du vécu hyper traumatique. Et ça, ça aussi, ça m'a confrontée à ouh, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je lâche l'affaire? Est-ce que je meurs? Parce que c'est tellement gros, c'est tellement dégueulasse, c'est tellement lourd que je suis retraumatisée de m'en rendre compte, tu vois? Ou est-ce que je m'accroche? Et là, je me suis accrochée à nouveau au fait d'être responsable, d'être la maman de 3 enfants pour, heu, pour assumer et pas lâcher l'affaire sur ce truc, qui me dépassait complètement. Donc parallèlement, j'avais les 2, hein, donc là, j'ai eu tout un parcours pour me guérir moi-même et voilà. Et petit à petit, je me suis dit: «Mais c'est dingue d'avoir» quand on a été extrêmement traumatisé, quand on a vécu des choses extrêmement douloureuses, c'est quand même incroyable d'avoir à souffrir à nouveau. Parce que moi, je suis retombée dans des souffrances, terribles parce que mon mental avait occulté tout ça, pour mon bien, hein, au final, hein. Donc, le fait de devoir replonger, là-dedans avec une thérapeute qui me disait: «Ah mais c'est merveilleux, tu as mis le doigt là-dessus, c'est super» et moi, en fait, j'étais en choc post-traumatique, elle s'en rendait même pas compte, j'ai eu un mal fou à me sortir de là. J'ai passé, 3 semaines sans être capable d'en parler à Nico alors que c'est pas du tout on est extrêmement proches, mais parce que j'étais, pétrifiée et stupéfiée, de mon propre vécu. Donc c'est aussi ce parcours de devoir chercher comment sortir de façon efficace de tout ça et de me rendre compte qu'en réalité, ce qui est offert, ce qui est proposé pour l'instant, enfin, il y a plein de techniques merveilleuses, mais moi, ça m'a donné envie
de devenir ultra performante, à pouvoir aider les gens en très peu de séances et sans souffrance à sortir des souffrances ou des espaces dans lesquels ils sont complètement coincés. Ok. Et à quel moment est-ce que ça t'a permis de... du coup, j'entends que ce qui s'est passé avec ton enfant, c'est un peu quelque chose qui t'a mis sur une voie un peu plus franchement, une voie sur laquelle tu étais déjà, à travers ton imaginaire, à travers tout ça. J'ai envie de finir l'arc de Lubin. Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de toi et qu'est-ce que tu as pu offrir à ton enfant qui lui a permis de sortir définitivement de tout ça? Du coup, tout ça, c'est écrit dans la qualité. Et ben, petit à petit, déjà comprendre complètement ce qu'il avait pu vivre, le nommer, et puis l'accompagner moi-même par des petites séances à gagner en mieux-être au quotidien, petit à petit. Ok. En fait, je crois que c'est important pour moi de te faire nommer ces choses-là. De dire qu'à la base, il y a un environnement qui n'a pas les réponses pour ce que ton enfant est en train de vivre, qu'il existe des ressources sur lesquelles tu as pu t'appuyer. Effectivement, ça a commencé à l'aider, mais c'était pas encore assez profond pour le sortir de là complètement. Et tu as manifesté les ressources qui ont permis à ton enfant de sortir de ça. Et c'est ces mêmes ressources qui peuvent aujourd'hui aider des entrepreneurs comme ceux que tu as cités au début à libérer. La façon dont je le vois, c'est les entraves qui autour d'eux-mêmes qui entravent leur entreprise. Ça fait du sens quand je le dis comme ça? Oui, mais plus précisément, c'est plutôt les ressources que j'ai dû trouver moi pour me sortir des traumas que j'ai vécus qui me permettent aujourd'hui d'accompagner des entrepreneurs. J'ai notamment connecté avec la méthode d'André Charbonnier que j'ai hacké, hein, parce que j'utilise pas sa méthode, mais j'utilise c'est la base des blessures qu'il a nommées. Qui est une merveilleuse base, et je me base là-dessus pour travailler à ma sauce à moi pour transmuter tout ça. Trop cool. Il y a quand même un endroit qui est amusé à l'intérieur de moi, c'est qu'aujourd'hui, tu es une vraie ressource pour des dirigeants Oui. qui vivent des problématiques, soit parce qu'ils sont assujettis à leur travail, comme tu le disais auparavant, soit parce qu'ils peuvent avoir des restrictions ou une envie d'ouverture à plus de chiffre d'affaires ou plus d'expansion, alors que pourtant, ton point de départ, il n'est pas du tout dans ces environnements-là, toi. Ah non, pas du tout. Moi, je suis artiste plasticienne au départ. J'ai jamais mis les pieds dans le monde de l'entreprise. Je connais pas, ça c'est l'univers de Nicolas. Et puis c'est aussi notre univers puisqu'on a une entreprise tous les deux. Mais j'adore accompagner les entrepreneurs parce que un entrepreneur qui se libère, c'est toute une entreprise qui se libère, c'est plein de gens qui en bénéficient, c'est tous les gens autour d'eux, c'est quelqu'un qui se réaligne, c'est toute l'entreprise qui se réaligne. Nous, on est très portés par les entreprises libérées, où l'entrepreneur, il est tellement libéré que ça libère tout le monde autour. Et c'est magnifique parce que non seulement ça va vers le social, mais ça va vers l'expansion financière aussi, parce qu'une entreprise libérée, non seulement les gens sont contents d'y travailler, mais en plus, ce sont des entreprises qui font des chiffres d'affaires bien supérieurs à une entreprise lambda. Et ça me touche. Ça me touche parce que c'est un peu le duo que, en fait, dans mes représentations, avec Nicolas, je vois ce que je vis comme l'archétype du masculin, quelque chose qui va ancrer quelque chose dans la matière, mais qui vit une limite à un moment donné. Et je vois à travers ce que tu incarnes, toi, l'archétype de ce que moi je vis comme le féminin, quelque chose qui est inspiré, qui travaille dans l'ombre et qui va bénéficier à la matière. Et en même temps, s'il n'y a pas la matière, il n'y a pas la sécurité pour que le féminin puisse se déployer. Et là, on est dans mon langage, je ne sais pas à quel point il est accessible, mais en tout cas, je tiens à nommer que je trouve ça extrêmement beau dans le duo que vous formez avec Nicolas. Enfin, ça me touche. Oui, c'est effectivement un duo qui fonctionne hyper bien entre nous, mais qui fonctionne aussi à l'intérieur de nous, parce que je vois vraiment, moi, l'humain comme
Enfin, moi, j'ai dû guérir mon féminin blessé, mais j'ai aussi dû guérir mon masculin castré, tu vois. Et je pense que aujourd'hui, on en est tous là à avoir un féminin blessé, un masculin castré, qu'on soit homme ou femme, et qu'on a d'abord à guérir en soi pour pouvoir être raccord avec la personne avec qui on va partager, vivre, soit créer une entreprise, hein, parce que on voit beaucoup de couples d'entrepreneurs, hein, que ce soit un homme, une femme ou autre, qui ne sont pas en couple dans la réalité, mais qui sont dans du couple entrepreneuriat. Et ça passe aussi par cette guérison interne parce que notre société qui fonctionne de façon complètement pyramidale et de façon toujours dans la compétition, mais ça crée tellement de souffrance, de douleur, ce mode de guerrier compétitif. Quand on arrive à lâcher ça en disant, mais en fait, j'ai pas besoin de me battre, j'ai juste besoin d'être. Et waouh, ça apporte tellement d'expansion, de paix, de tranquillité, de bonheur. Hop, hop, hop. Je t'interromps un instant ce podcast que je sais que tu kiffes pour te prévenir que... Ah, attends, t'en es où là? Est-ce que t'as vu le mec qui a fait x7 sur son chiffre d'affaires après un soin avec Florence Endel? Juste parce qu'il était bloqué, qu'elle l'a débloqué, qu'il a mené les bonnes actions? T'es intéressé par ce genre de choses? Mec, meuf, la suite est pour toi. Le 5 décembre, on organise un événement au Pasino de la Grande Motte à proximité de Montpellier, de 19h à 23h, où tu vas voir sur scène Florence Endel, mais aussi d'autres entrepreneurs, dirigeants, managers, même un ancien commandant de l'armée, qui expliquent et qui montrent comment ça fonctionne pour t'aider à toi aussi faire le même move. 5 décembre, Pasino de la Grande Motte, retour au spectacle. Voilà, t'as les infos dans la bio. Ça me parle tellement. Ça me parle tellement. Il y a un truc sur lequel je voudrais appuyer, c'est quand tu dis ton masculin castré, ça s'exprimait comment à l'époque, ça? Eh ben, le fait de penser que j'étais pas capable de faire, pas capable d'être vraiment, que je devais me cantonner à la part artistique, parce que ça, j'avais le droit de connecter ma puissance dans l'art, mais j'avais pas le droit de connecter ma puissance dans d'autres domaines. Voilà, je viens de famille où il y a énormément de misogynie, aussi bien de ma lignée maternelle que de ma lignée paternelle, où le fait d'être une fille, c'est sans valeur, tu vois. Donc, quand tu es une fille et sans valeur, bah, ton masculin, il est complètement castré, tu comprends? Ouais. C'est Ça aussi me, simple que ça, hein. ça me touche d'autant plus que, tu sais, je te disais qu'il y a quelques jours, là, j'avais participé, pardon, je te l'ai pas dit, mais j'ai participé à une soirée avec Boris Cyrulnik qui expliquait que le mot amour, c'est quelque chose qui est arrivé à peu près au XIIIe siècle, et que avant, si on n'avait pas eu besoin du mot, c'est que c'était pas assez nécessaire pour pour avoir besoin de le nommer. Et que auparavant, l'homme était défini par sa capacité à être violent, parce que c'est lui qui ramenait de grandes quantités de nourriture en étant violent avec la nature et en obtenant de la viande. Et la femme, elle était pratique, parce qu'elle donnait l'opportunité de créer la vie, de donner des enfants, quoi. Et ça me touche de voir de quelle façon est-ce que archaïquement on est comme préprogrammé comme ça, et combien est-ce que ça vient nous impacter aujourd'hui sans même qu'on en ait conscience, et des choses que tu viens nommer en mode féminin castré pour toi auparavant. Et ça me donne envie de rebondir. Alors je vois qu'il y a une part de moi qui a envie de faire un switch un peu fort, qui a envie de parler de la société, mais avant de parler de la société, je pense que j'aurais envie de parler des entreprises. Tu disais parmi les gens qui font appel à libérer la bête en ce moment, que ce sont des gens qui vont avoir, pour certains en tout cas, avoir une posture dans le guerrier, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, de toute façon, notre société nous pousse à être des guerriers. Tu vois? Et même, tu parlais de l'amour, mais on est aussi dans un amour guerrier. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que de l'amour conditionnel. Je vais t'aimer si tu as de bonnes notes, je t'aime si tu es gentil, si tu es sage, si tu fais vite, toutes les injonctions qu'on a depuis l'enfance, et de nos familles bien aimantes, mais aussi de la société, de l'école, tout fonctionne comme ça. Il n'y a pas vraiment d'amour en réalité. Un amour conditionné à un résultat, c'est pas de l'amour en réalité. Tu comprends?
Ouais. Donc, on est conditionné à être des guerriers pour se faire croire qu'on mérite d'être aimé, se faire croire qu'on mérite de réussir. Et là où je veux en venir avec ça, c'est quoi l'impact de devoir être guerrier comme ça dans les entreprises et c'est quoi le principal frein que ça fait vivre dans les entreprises? Bah, le guerrier dans l'entreprise, il se fait mal à lui-même et il finit par faire mal aux autres aussi. Et puis, il se crame, hein, simplement. Hein. Ouais. Enfin, on peut être guerrier. En fait, le guerrier, il n'est pas à rejeter. Il est à canaliser, tu vois. C'est pas être guerrier du matin au soir dans tout, dans tout ce qu'on va faire. C'est OK, qu'est-ce que ma conscience. Il est où mon magicien là-dedans qui va savoir quel est l'endroit le plus intelligent où mettre mon guerrier à l'œuvre sans le cramer Mhm. parce qu'on sait que c'est sur un truc bien défini et Ouais. être en capacité de choisir et pas que le mode guerrier nous soit imposé H24 et qu'on finisse en burn-out ou en épuisement total. Et puis incapable de connecter avec notre famille, incapable d'avoir du lien avec nos enfants, avec les gens autour de nous, de devoir encore porter des masques de tout va bien, tout est merveilleux, alors qu'en fait ça va pas du tout. Mhm. Ok. Et donc, pour toutes les personnes qui vivent ça, là, cette expression du masculin trop avec un guerrier trop exprimé, comment ça fonctionne le système que vous mettez en place pour soutenir ça et changer cette réalité pour les entrepreneurs qui la vivent? Ben en tout cas, chez nous, c'est un accompagnement sur 5 mois entre pairs, parce que c'est des groupes entre 9 et 12 personnes. Et ils sont eux-mêmes en mastermind et nous, on suit tout ça. Et petit à petit, on les fait monter un escalier de conscience pour leur permettre de lâcher les parts blessées et de connecter justement à leur part souveraine pour avoir une visibilité et une capacité de vibrer Ouais. qui ils sont vraiment. Et de le découvrir Ok. au fur et à mesure du parcours, de découvrir aussi qui ils sont vraiment, quelles sont leurs zones de génie. Mhm. Et je crois que la question que je me pose là, c'est comment est-ce que votre duo il fonctionne tous les deux avec Nicolas pour aider ces entrepreneurs? Parce que je vois qu'ils font du mastermind et des choses comme ça, mais je me dis que quel est votre rôle auprès d'eux en fait? Où est-ce que ça se passe? Alors, Nico est un enseignant né. Il a aussi la zone de génie de comprendre extrêmement rapidement une personne et de voir à quel endroit il doit déployer soit son entreprise, soit lui dans son entreprise, quelle est sa part de responsabilité, quelle est sa part de non-responsabilité. Et puis, il enseigne aussi tous les outils que nous-mêmes on utilise et qu'on met en place. Et d'un autre côté, moi, je travaille en one-to-one avec chaque dirigeant pour le libérer, soit des blessures traumatiques, soit des blessures que moi, je trouve et je vois chez lui, dont lui, généralement, n'a absolument pas conscience, ou alors n'a pas réussi, en a un peu conscience, mais n'a pas réussi à s'en libérer, pour lui permettre d'ouvrir des espaces que lui, seul, pourra observer et avec lequel on travaille pendant tout le programme. Ouais. En fait, c'est important pour moi de te faire nommer ça parce que tu vois, le 5 décembre, pour moi, l'objectif, c'est de mettre un peu de conscience sur Mhm. l'invisible. Qu'est-ce qui s'y passe? Et Mhm. autant Nicolas, il capte la lumière pour faire passer les messages, etc. C'est comme ça que j'ai entendu parler de vous deux la première fois, son passage sur Génération Do It Yourself, etc. Oui. Autant aujourd'hui, je me rends compte que ce travail sur le subtil, le travail sur l'invisible, j'ai envie qu'on mette de la conscience dessus, que les entrepreneurs qui écoutent ce contenu se disent OK, donc mon mental a besoin de comprendre, et en écoutant ce podcast, son mental est rassuré suffisamment pour se dire OK, je peux aller jeter un petit coup d'œil avec Florence ou des gens comme Florence pour aller prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'entends qu'avec Nicolas, il y a la transmission de tous les process qui peuvent être en lien avec les outils que vous-même vous mettez en place dans vos entreprises, et que toi, tu es derrière à identifier chez la personne qu'est-ce qui coince à l'intérieur d'elle pour l'aider à avancer, c'est ça? Oui, oui, c'est exactement Est-ce que ça. tu pourrais, Ouais. est-ce que tu pourrais me nommer
une expérience que tu as vécue avec un entrepreneur, peut-être quelqu'un d'autre que les 2 premiers que tu as déjà cités, sur une fois quand il a intégré Libérer la bête, comment ça se passait pour lui? Quand tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu as senti chez lui? Qu'est-ce que tu as fait bouger qui l'a permis d'obtenir une autre forme de résultat? Euh, Alors là, le premier exemple qui me vient, c'est plutôt une indep et que j'ai accompagnée moi, pas dans le cadre de Zone de Magie, qui était très blessée et très coincée dans de la dépendance affective. Donc toute sa vie était drivée par la dépendance affective, à ne pas avoir le choix de qui de choisir réellement, mais elle ne s'en rendait pas compte du tout. Et après le travail qu'on a fait ensemble, elle a quitté la personne avec qui elle était parce qu'en fait, c'était une relation qui n'était pas alignée du tout. Elle a fait le choix de se choisir, elle, et de quitter Paris, où elle vivait, pour aller dans une ville où elle se sentirait beaucoup mieux. Elle a aussi quitté un travail qui ne la respectait pas, alors qu'elle se l'infligeait depuis des années et qu'elle était incapable de faire autrement. Et enfin, sa vie a changé radicalement. Et en fait, c'est devenu possible pour elle de faire des choix qui la respectaient, alors qu'avant, ses portes lui étaient complètement fermées. Ok. Et concrètement, dans la matière, sa réalité, le motif pour lequel elle t'a consulté à la base, c'était quoi? Un profond mal-être avec le sentiment que c'était moi qui pouvais l'aider et pas quelqu'un d'autre. Ok, Ça donc elle avait m'arrive senti. souvent d'être contactée par des gens qui disent je t'ai entendu, il n'y a que toi qui peux m'aider. Bon, voilà. Je sais que c'est leur conscience qui parle. Après, quelqu'un qui me contacte, moi, je travaille en radiesthésie, je travaille avec un pendule. Ce pendule, il est branché dans ma croyance, dans mon aquarium de croyance. Ce pendule, il est branché sur mon esprit supérieur qui va me dire si je suis la personne la plus adaptée pour la personne en face de moi ou si je l'aiguille pas vers une autre ressource qui m'entoure. Ok, je vois. J'aime bien cette histoire parce que ça montre qu'il y a quelqu'un qui n'était pas forcément conscient des impacts de ses blessures dans sa vie, qui était juste confronté à une réalité qui ne lui plaisait pas. Elle a senti qu'elle avait quelque chose à faire. Tu as confirmé par tes outils, tes moyens, que c'était bien toi qui pouvais lui apporter quelque chose. Et ça l'a radicalement fait changer dans le sens où elle est plus en vie, dans une vie dans laquelle elle est honorée par son métier, elle est honorée par... En fait, elle subissait sa vie et maintenant elle choisit sa vie. Okay. Et ça, nous, c'est notre leitmotiv, hein, c'est de ne plus subir, de choisir plutôt que subir. Et tout ce qu'on fait dans nos vies, on choisit. On a l'élan d'aller dans telle direction parce qu'on l'a choisi. On ne subit rien. Ouais, trop bien. Je pense que ce podcast, j'ai envie de l'adresser à des entrepreneurs, des dirigeants, des managers, puisque c'est eux qu'on veut attirer dans l'événement du 5 décembre. Mm-hmm. Est-ce que tu aurais une histoire avec quelqu'un qui appartiendrait plus à ce groupe-là, auquel il pourrait peut-être plus s'identifier? Une dirigeante, peut-être? Alors, j'accompagne plus d'hommes que de femmes, hein, parce qu'il y a beaucoup plus quoique là, dans Zone de Magie, on commence à être contacté par plus de femmes. Alors, un dirigeant, je pense à un dirigeant que j'apprécie beaucoup, que j'ai accompagné dans le cadre d'une transmission où il rachetait la boîte de son père avec toutes les parts blessées du papa et toutes les siennes. Donc, petit à petit, il découvrait énormément de désalignement et en fait, le rachat s'est fait où il était complètement dans sa souveraineté, où il a pu poser les choses de façon ultra saine vis-à-vis de son père, qui lui n'était pas capable de faire ce travail de part blessée parce que les générations précédentes, c'est beaucoup plus difficile, ils ont moins accès à ça. Donc, c'était parti pour être une catastrophe totale. Et c'est arrivé à être quelque chose qui l'a fait grandir en conscience, en amour, en compétence, en êtreté, en alignement, mais c'est magnifique. Trop bien. Et c'était quoi le motif pour lequel il est entré? Du coup, succession qui se passe pas bien. Mais non, il me contactait même pas pour ça, il me contactait pour un accompagnement, mais il n'avait même pas pris conscience
à quel point il était en danger dans cette transmission qui n'était absolument pas alignée et qui aurait fait exploser le cocon, enfin la famille, quoi. Parce que si ça s'était mal passé, il coupait les ponts avec son père, il se brouillait avec sa fratrie. Enfin, tu vois, les conséquences, c'était. Mais cette réalité existait, tu vois. Cette Ouais. réalité existait. Lui, il allait Ok. droit dedans et c'est vrai qu'avec l'accompagnement, et c'est tout ce que je te dis, c'est lui qui me l'a nommé. Hein, enfin, moi, je le voyais, mais je suis capable de t'en parler et de le dire parce que lui en a eu conscience et l'a nommé de façon très juste. Ouais. Et donc le travail que tu as effectué avec lui, ça consistait en quoi dans la mesure de ce que tu peux partager? Ça consistait à aller travailler sur les blessures, ses blessures à lui en tant qu'enfant, qui résonnaient encore en tant qu'adulte et qui le poussaient à faire ses choix, à pas voir le désalignement ou pas réussir à, à se positionner de façon claire vis-à-vis. C'est pas facile de se positionner clairement vis-à-vis de quelqu'un qu'on estime supérieur ou alors vis-à-vis de son papa, tu vois, c'est extrêmement difficile de se positionner vis-à-vis d'un parent. Donc déjà, dans le cadre de la reprise d'une entreprise, c'est pas évident de trouver sa juste place, mais alors quand c'est une transmission, là, c'était même pas, c'était une transmission, mais c'était quand même un rachat, donc c'était autre chose. Voilà, et c'est drôle parce que j'ai accompagné 2 dirigeants sur cette même accompagnement à la transmission, et l'autre dirigeant aussi, il m'a dit, mon Dieu, mais j'ai réussi à dire à mon père des choses que je n'aurais jamais imaginées, et mon père m'a écrit une lettre, mais qui était son père lui a vraiment transmis l'entreprise alors que c'était pas du tout aligné comme ça dès le départ. Et tout ça en travaillant sur les parts blessées de la personne qui permettent à la personne de se réaligner dans sa souveraineté et de pouvoir être dans une transaction qui l'honore complètement, où les 2 parties sont honorées de la transaction et pas juste une au détriment de l'autre, ou alors les 2 blessés. C'est important pour moi ce que tu dis là, ça vient corréler ce qui s'était passé dans un podcast précédent où en fait Nicolas Dumaré avait pris la parole en disant que tout ce que l'on est se répercute absolument partout et que des problématiques que l'on peut avoir, ne serait-ce que dans une incapacité à vendre quelque chose est le reflet de son incapacité à se défaire de quelque chose. Et alors qu'il parlait de crypto-monnaie à ce moment-là, ça lui a permis de connecter au fait que même dans sa relation amoureuse, il n'arrivait pas à mener les actions. Et en travaillant sur ce point d'appel, ça libérait plein de trucs dans sa vie personnelle. Et ce que tu dis là, et c'est l'expérience que je vis en tant qu'entrepreneur aussi, c'est que entreprendre, c'est l'école reine de développement personnel, parce qu'en fait, tout ce que l'on est se reflète dans notre business. Mais c'est pour ça qu'on adore travailler, nous, avec des entrepreneurs, c'est parce que les gens qui ont fait ce choix d'entreprendre, et moi j'honore ce parcours, c'est que c'est déjà un travail de développement personnel. Ils n'en ont pas conscience, mais c'est obligé de dépasser plein de peurs pour oser entreprendre, plein de barrières que va te mettre ton entourage, ta société. Oui, c'est déjà un parcours de développement personnel. Donc, les entrepreneurs sont bien plus amenés à travailler sur eux encore plus en profondeur que les autres. Il y a une seule chose qui m'embête là-dedans quand je regarde dans cette direction, c'est de voir que c'est uniquement passé à un certain stade d'entrepreneuriat qu'on commence à s'intéresser au fait que c'est ce que l'on est à l'intérieur qui va avoir un impact dans le business, qu'au début, ça ne va pas forcément être vu. Qu'il faut avoir atteint. C'est que justement, c'est de l'invisible, c'est de l'ordre de l'invisible. Et ça, la physique quantique, on peut le comprendre, c'est notre vibration. Tu vois, on est un corps énergétique qui vibre une information. Voilà. Donc, si tu es quelqu'un de blessé à plein de niveaux, tu vibres cette information de blessure. Donc, qu'est-ce qui revient à toi en vibration? C'est des choses qui vont t'amener à regarder tes blessures. Tu vois, c'est des choses qui viennent en miroir avec tes blessures. Si tu commences à guérir tes blessures, ces parts blessées en toi, tu vas commencer à vibrer autre chose. Tu vas commencer à vibrer ta souveraineté, de la confiance en toi. Et qu'est-ce qui va revenir naturellement en miroir?
eh ben, c'est des gens qui vont avoir confiance en toi, tu comprends, c'est complètement différent. Donc, le fait de travailler Ouais. sur toi ne change pas seulement ton intériorité, ça change tout ce qu'il y a autour de toi. Et ça, tu peux le comprendre par la physique quantique. Parce que Ouais. nous sommes dans un monde de résonance. Et ben, si on reste dans nos blessures, dans nos parts limitées, et ben, ce qui vient en résonance avec ça, ce sera toujours nos blessures, nos parts limitées. Il y a des gens, je repense à un homme qui m'a contacté parce que il s'est rendu compte que ça faisait 3 fois d'affilée qu'il sabotait sa relation amoureuse. Donc c'est un entrepreneur, c'est un super entrepreneur. Mais parallèlement, lui, il me contactait vraiment pour du perso parce qu'en fait, ça faisait 3 relations amoureuses qu'il avait. Et au bout de 2 ans, alors qu'il avait envie de s'engager, il sabotait complètement la relation. Et après un travail sur les parts blessées qui l'amenait à fonctionner toujours de la même façon, et ben, il a rencontré une femme très différente des femmes qu'il pouvait rencontrer avant, et une femme dans sa souveraineté, une femme qui lui aurait fait peur avant, et avec qui il a pu être en relation. Et je crois que j'ai reçu un petit message il y a 2 semaines pour me dire on attend un bébé, c'est merveilleux. Et parallèlement, dans sa boîte aussi, il s'est complètement réaligné avec des gens avec qui il était en vibration, parce qu'il s'est rendu compte que finalement, les associés qu'il avait avant, c'était des choix de parts blessées, et il a changé de mode de fonctionnement. Il s'est mis avec 2 personnes avec qui il est en parfaite adéquation, avec qui la relation est très respectueuse, et là, il cartonne. C'est tellement important pour moi ce que tu dis, Florence. Il y a, je crois allez, je vais parler avec ma façon de voir les choses un peu naïve, mais j'ai l'impression que des fois l'humain oublie qu'il est un animal qui fait partie d'un monde, et c'est la contrainte de l'évolution, enfin c'est la contrainte qui le pousse à évoluer, tu vois. Et ce que tu décris dans ton histoire, j'y vois cet écho-là, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a ton enfant qui est pas bien, mais c'est inenvisageable de laisser les choses comme ça, et du coup tu vas pousser les cadres, pousser les murs pour aller chercher d'autres types de ressources, et mener à bien ce qui était important pour toi, maintenir la santé de ton enfant ou faire en sorte qu'il soit bien. J'ai la sensation aujourd'hui qu'on arrive dans un moment de chaos qui pousse des entrepreneurs à changer de paradigme, de changer de façon de voir les choses ou de s'éteindre. Et je sens que c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais qu'en même temps, c'est comme ça que les choses avancent. Je reprends les propos de Nassim Nicolas Taleb qui dit que c'est les temps difficiles qui font les hommes forts. Et là, je sens qu'on est en train de passer dans un temps difficile qui va forger la suite, quoi. Non, on est dans un temps de grands changements, ça c'est vrai. Et on est dans un temps d'une grande accessibilité où ça devient facile, et ça devient, je vais dire, le programme Zone de Magie qu'on fait, je pense qu'il y a 5 ans, personne n'était en capacité d'entendre ça et te dire « Ah, mais c'est pas si déconnant, je pense que ça m'appelle, tu vois ». Avant, les gens seraient partis en courant. Maintenant, il y a un espace qui s'est ouvert, qui est magnifique. Et maintenant, ça devient facile. Des choses qui étaient impossibles il y a 10 ans sont possibles maintenant. Enfin, moi, ce que je connecte aujourd'hui, c'est pas seulement parce que je suis celle que je suis, c'est parce que c'est possible aujourd'hui de connecter ça. C'est quoi ces choses qui ont changé sur les nobles? Effectivement, Philippe Guillemont, il en parle très bien dans le grand virage de l'humanité, où il décrit ces 2 futurs possibles. Le futur lumineux, où on peut aller, pour moi, on peut aller vers sa souveraineté, son être-té, vers la reliance à l'humain, et l'espèce de futur fou qui nous amène au transhumanisme et à cette croyance qu'on a besoin d'être encore plus dans le matériel pour moi, c'est délirant. C'est pas le matériel, c'est au contraire, c'est l'être-té, c'est le spirituel qui est la voie royale. C'est tellement important, je vois que ça me fait m'agiter dans mon corps là. C'est tellement important pour moi de nommer ces choses-là.
Je ne sais pas si c'est tout à fait à propos de le mettre là maintenant, mais j'observe qu'il y a comme un monde de. Allez, il y a un truc qui m'agace, c'est que dernièrement, j'ai participé à un événement qui se passe dans un écolieu. Et en fait, j'étais appréhendé comme un mec un peu trop costaud, un mec qui avait un physique un peu trop viril. Et donc, du coup, sans être connu, j'étais la part du problème. Et c'était pas confortable. De toute façon, j'étais venu jouer ma partition, j'étais venu guérir ce truc-là de ce à quoi je ressemble. Mais au-delà de ça, ce qui m'embêtait quand je vivais ça, c'est la scission qu'il y a entre deux environnements. Un environnement qui pourrait relever de l'entrepreneuriat et un environnement qui pourrait relever de quelque chose d'un peu plus spirituel et qui aurait tendance à se toiser par essence en mode... l'entrepreneuriat, il est inscrit dans la matière, il serait comme sachant parce qu'il a du résultat sous forme d'argent, etc. Et puis le spirituel qui lui aurait une forme de conscience, mais qui aurait du mal à se relier. Et j'ai la sensation qu'en ce moment, il y a des barrières qui sont en train de s'effondrer pour permettre ce truc-là de se rencontrer. Mais on est... moi, je vois le... Excuse-moi, j'ai envie de rebondir tout de suite là. C'est que oui. Je vois vraiment notre monde qui est tout le temps en train de nous dissocier, comme si c'était pas possible de faire de l'argent en étant heureux, comme si c'est ça, tu vois, une entreprise libérée, les entreprises libérées n'ont pas de visibilité selon moi parce qu'en fait, elles réconcilient nos croyances débiles politiques qu'il y a la gauche et la droite. Donc, on est tout le temps dissociés, soit tu es de gauche, soit tu es de droite, alors qu'une entreprise libérée, elle fait du social à fond, tout le monde est heureux et ils font beaucoup d'argent. Donc, il y a plus, ça n'existe plus. Et je pense qu'il y a un monde où on n'est plus obligé d'être à droite ou à gauche, où le social et l'argent et qu'on soit en paix avec ça puisse être en lien complètement. Tu vois, mais l'humain fonctionne encore dans c'est soit l'un, soit l'autre, et tu n'as pas le droit d'être spirituel, et puis d'être entrepreneur. Enfin, c'est complètement délirant. On peut être tout ce qu'on est, au contraire. Et quand j'entends parler d'écolieux, pour moi, comment tu veux créer un lieu avec des parts blessées ou des parts de rejet de ce qui est? C'est toutes les histoires que j'entends autour de ça, ça finit jamais très bien parce qu'en fait, les parts blessées prennent le dessus complètement sur une envie de faire quelque chose de merveilleux au départ, mais tu peux pas faire quelque chose de merveilleux si tu es drivé par tes parts blessées en permanence. En tout cas, c'est super important pour moi de créer cet événement et de te faire participer à ça, parce que dans ton identité, tu incarnes cette espèce de réconciliation. Et c'est important pour moi de montrer sur scène le 5 décembre des gens qui incarnent dans leur posture quelque chose qui installe de la sécurité, au moins chez les entrepreneurs, dirigeants, managers, pour qu'ils puissent s'ouvrir un peu plus, parce que la porte est en train de s'entrouvrir, mais il y a moyen, grâce à des témoignages comme le tien, qu'elle s'ouvre en grand pour qu'ils acceptent d'aller là-dedans. Et comme tu l'as dit, si leur entreprise change, c'est la société qui change derrière. Donc, il y a un profond merci, Florence, de te rendre disponible pour appuyer cette contribution qu'on met en place. Je sens que il y a... Ça, c'est marrant, j'ai le mot espoir dans la tête. Ouais, cet événement du 5 décembre, pour moi, c'est un appel à l'espoir, c'est un appel à... le changement arrive et on contribue à ça. Florence, est-ce qu'il y aura quelque chose que tu auras envie de partager qui pourrait amener une conclusion à ce podcast? Écoute, non, je t'écoutais. Je te remercie beaucoup pour ton invitation. Ça va être une grande première pour moi ce 5 décembre parce que je n'ai jamais été sur scène. Et juste l'idée de m'imaginer devant plein de gens comme ça, et ben évidemment, je me sens toute petite et ça me fait très très peur. Mais en même temps, il y a une part de moi qui se réjouit de vivre cette expérience juste comme une expérience.
Et comme je suis très en mode vibrer plutôt que planifier, ben, j'ai pas encore réfléchi en profondeur à ce que je vais pouvoir apporter, mais je sais que ce sera juste à ce moment-là et que ça va être super chouette. Donc je me réjouis beaucoup de faire cette expérience et que tu me permettes de la faire avec vous. Merci beaucoup. Avec joie. Et maintenant, je m'adresse à toi qui regarde ce contenu, cette vidéo. Si ce que tu viens d'entendre touche quelque chose à l'intérieur de toi, que tu te sens un petit peu curieux, alors je t'invite le 5 décembre à venir nous rejoindre du côté de Montpellier à la Grande Motte. C'est une soirée qui va se dérouler de 19h à 23h sur la première partie du spectacle pour venir allumer quelque chose chez toi du registre de... tu as déjà fait les expériences bizarres, perché, qui anime quelque chose à l'intérieur de toi qui relève du ah attends ça m'intéresse mais c'est bizarre quand même, hein. Et je te comprends parce que j'ai vécu des choses incroyables que j'ai du mal à accepter, que j'ai du mal à croire, et pourtant quand je me laisse aller là-dedans il y a des portes qui s'ouvrent. Mais pour réussir à me laisser rentrer là-dedans, j'avais besoin de croiser la route de personnes qui installent de la sécurité, et pour ça je vais te les faire rencontrer dans cette soirée-là. Ça va commencer avec un ancien commandant de l'armée, mec, meuf, un commandant de l'armée qui fait des trucs qui relèvent du perché, qui littéralement aide des dirigeants qui sont bloqués à ne pas pouvoir s'asseoir dans leur position de leadership parce qu'ils ont peur de prendre trop de place, trop de trucs comme ça, à se débloquer pour s'asseoir dans leur leadership. Des gens comme Florence que tu as vu aujourd'hui, d'autres personnes qui sont cadres supérieurs qui expliquent de quelle façon est-ce que ce qu'ils étaient à l'intérieur a créé une situation catastrophique et comment en changeant ce truc à l'intérieur, d'un seul coup l'entreprise se redéploie. Des choses qui paraissent absolument bizarres et qui pourtant fonctionnent, ils en témoignent. Puis, en deuxième partie de soirée, des tables rondes avec des personnes qui ont des business qui sont encore plus gros, qui pourront témoigner autour de tables rondes. Ça se passe le 5 décembre à proximité de Montpellier. Je t'invite à venir, toi qui vibres avec ça. Et Florence, je te remercie de contribuer une nouvelle fois à ça. Et au plus tard, je te donne rendez-vous le 5 décembre, mais d'ici là, on aura le temps de discuter ensemble. À très bientôt. Merci beaucoup, Alexandre.